Amis du cosmos, bonjour. Nous sommes au début de l'année 1772, au sud de l'océan Indien. Le navigateur français Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec mène une expédition avec pour objectif l'exploration de Terra Australis, un continent imaginaire très populaire à l'époque qui se révèle être finalement l'Antarctique. Le 12 février, le capitaine découvre des terres émergées, immenses, venteuses et glaciales. Il croit avoir touché son but, mais ne peut accoster en raison du temps exécrable. Le lendemain de la découverte de ce qui semble être un véritable archipel, Kerguelen de Trémarec demande à son équipage d'accoster sur les terres afin d'en clamer la possession au nom du roi de France. Il faudra attendre le mois de janvier 1893, soit 120 ans plus tard, pour que la France revendique officiellement ce qu'on appelle aujourd'hui l'archipel des îles Kerguelen. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que ces îles ont été le théâtre depuis 200 ans de nombreuses expériences scientifiques et spatiales. Je vais même vous raconter comment est-ce que l'État français a collaboré avec l'Union soviétique afin d'envoyer des missiles depuis cet archipel pour créer des aurores boréales artificielles en orbite. Et c'est même pas putaclic. Donner son nom à un archipel est un objectif de vie plutôt attrayant. D'ailleurs, Kerguelen aura le temps d'explorer plusieurs fois sa trouvaille avant de faire un petit peu de prison pour ensuite rejoindre les forces révolutionnaires. Ce type a une destinée incroyable. En 1773, il avait fait miroiter à Louis XV la possibilité de coloniser cette île, avec du commerce, importer des espèces depuis la métropole, etc. Le problème, c'est que le climat au Kerguelen est particulier. Le vent règne en maître, les températures ne dépassent pas les 4 degrés et les plages sont bordées par des centaines de milliers de manchots et d'éléphants de mer. Personnellement, je trouve que ce genre de climat est un paradis. Aujourd'hui, un civil lambda ne peut pas visiter les îles Kerguelen de manière purement touristique. L'île possède une ville nommée Port-au-Français qui compte environ 120 habitants. Ce sont des scientifiques et des militaires qui travaillent sur tout un tas de projets, y compris la préservation des espèces. Les îles Kerguelen sont un endroit très dangereux, avec un climat très venteux, mais qui possède également quelque chose que la France métropolitaine n'a pas, en tout cas dans sa majorité, un ciel étoilé exceptionnel. Il y a quelques années, j'ai publié une vidéo sur la pollution lumineuse, expliquant qu'à l'heure actuelle, 2/3 de l'humanité ne peut plus voir la Voie lactée dans le ciel dégagé la nuit, à cause des lumières des grandes villes. La pollution lumineuse n'est pas qu'une question de lampadaire, elle affecte votre sommeil, votre morale, votre santé mentale, ainsi que tout un tas de spécificités corporelles et biologiques dont vous n'aimeriez pas qu'elles soient affectées, parce que la nature est bien faite et que des milliards d'années d'évolution ne vous ont pas protégé d'une technologie humaine devenue incontrôlable. Pour avoir un ciel dégagé intéressant, il faut se rendre à la montagne ou dans la campagne. C'est pour cela que les observatoires se situent dans des endroits reculés, comme des forêts ou des déserts. Et ça tombe bien parce que l'archipel des îles Kerguelen se trouve au beau centre de l'océan Indien, à 2800 km de l'île de la Réunion et à 2000 km de l'Antarctique. Le ciel est pur et puisqu'il n'y a que 120 habitants de manière permanente l'année, c'est pas spécialement significatif en termes de pollution lumineuse. Bien au contraire. Installer un gigantesque télescope là-bas serait une très bonne idée. Par contre, cela pose plusieurs problèmes, au nombre de 3. Le premier, c'est l'accessibilité. On n'y arrive que par bateau, depuis l'île de la Réunion, ce qui n'est pas franchement optimal, on va pas se mentir. Ensuite, on n'accoste pas sur les Kerguelen. On atterrit. En hélicoptère depuis le bateau, c'est plus sûr. Bon courage pour transporter des optiques aussi fragiles que le miroir d'un télescope opérationnel. Les observatoires du Chili sont une meilleure option, c'est pour ça qu'ils poussent comme de véritables champignons depuis quelques décennies. Et puis cela rejoint le second problème, le vent. Sur l'archipel, il y a beaucoup de vent, tout le temps. Et c'est suffisant pour affecter la bonne visibilité du ciel, parce que les perturbations atmosphériques seraient un peu gênantes. Le troisième problème, c'est la faune sauvage. Enfin, pas si sauvage que ça d'ailleurs, puisque bon nombre d'éléphants de mer ainsi que des centaines de milliers de manchots côtoient les scientifiques. Et vu les reportages que j'ai vus, ils sont curieux, têtus et ils aiment pas spécialement les installations humaines. Certaines constructions sont parfois démantelées pour laisser plus de place aux manchots sur des plages. Bah ouais, c'est chez eux quand même.
Les scientifiques pensent qu'il vaut mieux rationner l'activité humaine sur cet archipel pour ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. En effet, de nombreuses tentatives de colonisation massive ont eu lieu, et elles ont globalement échoué. Les terres sont peu cultivables, il y a de la neige 8 mois par an, et puis il y a du vent, beaucoup trop de vent. Après tout, on est quand même sur une terre principalement composée de basalte avec des volcans endormis. C'est sûr, en termes d'élevage et de culture, on est loin du village des Hobbits. C'est à la base une terre vierge de toute activité humaine. La toute première fois qu'un être humain a foulé le sol de cet archipel, c'est l'équipage de Trémarec en 1772. Pour l'anecdote, le navigateur anglais James Cook, qui découvrit l'endroit 4 ans plus tard, trouvait cette terre si étrange qu'il l'a renommée les îles de la désolation. Mais bon, Kerguelen, ça passe mieux que la désolation. D'ailleurs, je suis sûr qu'il disait ça parce qu'il était jaloux de ne pas avoir découvert l'archipel en premier. Malgré son aspect étrange et désertique, l'État français a pensé à tout un tas de projets avec cet archipel, dont certains n'ont heureusement jamais abouti. Par exemple, il a été question d'être un site d'essai nucléaire, un peu à la manière des soviétiques avec la Nouvelle-Zambie. Mais bon, aucune ogive n'a explosé là-bas. D'autres ont suggéré la construction d'un camp de prisonniers, mais c'est oublier le fait que chaque construction là-bas coûte incroyablement cher, et n'est d'ailleurs pas spécialement une bonne idée au vu des enjeux écologiques actuels là-bas. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on n'a rien fait. En effet, de nombreuses disciplines scientifiques sont étudiées chaque jour, qui va des lanceurs spatiaux jusqu'à la pêche à la ligne. En parlant de fusées et d'espace, puisque les Kerguelen ont un paysage magnifique ainsi qu'un ciel étoilé incroyable, autant faire des expériences scientifiques pour étudier l'atmosphère. C'est ce qu'a imaginé le CNES dès les années 60. À l'époque, les USA et l'URSS étaient en pleine course à l'espace et à la Lune. Ils avaient bricolé un programme de lancement de sondes aux 4 coins du globe, en Islande, en Norvège, en Suède, en Terre Adélie et au Kerguelen. Pour cela, ils font appel au Dragon, une petite fusée qui était capable de franchir la ligne de Kármán et donc accéder à l'espace. Et non, pour ceux qui se demandent, ça n'a rien à voir avec la Crew Dragon de SpaceX. La décennie suivante, le CNES a même collaboré avec l'Union soviétique afin de créer des fusées intercontinentales pour relier les îles Kerguelen avec la Nouvelle-Zambie. Ça s'invente pas. Le but était simple. À l'aide de petites fusées-sondes de quelques centaines de kilogrammes, l'idée était de larguer des charges électriques suffisamment puissantes pour stimuler le champ magnétique terrestre et ainsi créer des aurores boréales artificielles. D'ailleurs, cet échange scientifique ne s'arrêta pas là, puisque l'État français leur autorisera des centaines de lancements de sondes météorologiques. Aujourd'hui, l'archipel n'est plus le terrain de jeu pour envoyer des fusées dans l'espace. En revanche, c'est devenu le terrain de jeu pour étudier le comportement et l'attitude des sondes que l'on a soi-même envoyées dans l'espace. Lorsqu'un satellite possède une orbite quasi équatoriale, il se contente de survoler l'équateur terrestre. Plus une orbite est inclinée par rapport à l'axe de la Terre, plus il est possible de couvrir une superficie de plus en plus large à long terme, surtout lorsqu'on est en orbite basse. Par exemple, la Station spatiale internationale a une inclinaison de 51,6 degrés, ce qui permet de la voir depuis la France métropolitaine ou depuis la Patagonie. Et lorsque l'inclinaison tend vers les 90 degrés, on appelle cela une orbite polaire. C'est une technique très efficace, parce que cela permet de couvrir l'intégralité de la surface terrestre, en plus de survoler le pôle Nord et le pôle Sud. Les îles Kerguelen sont idéalement situées puisqu'elles sont au centre d'une immense zone océanique dont les extrémités sont l'Antarctique, l'Australie et l'Afrique. Et c'est comme ça que le projet Galileo est installé, permettant aux scientifiques de s'en servir comme positionnement de satellite. Il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de cet endroit, mais ce sera sans doute le sujet de plusieurs autres hors-série. Je pourrais vous raconter par exemple l'histoire géopolitique tumultueuse de cet archipel, avant qu'elle ne soit totalement adhérée par la France à partir de 1893. Et oui, c'est plutôt récent. Je vous raconterai aussi peut-être l'histoire du mont Ross, le sommet des îles Kerguelen, d'une altitude de 1850 mètres, et dont la première ascension a été particulièrement éprouvante en 1975, ce qui fait du mont Ross l'un des endroits les plus inaccessibles de France. Bon ok, ça parle pas d'astronomie, mais le sujet est quand même assez incroyable. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et surtout activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques, et d'ici là, restez curieux et prenez soin de vous. À la prochaine!